D'abord une petite définition, la santé affecterait le développement et le développement pourrait affecter la santé, on appelle ça la circularité ou l'endogénéité santé-développement. Donc 4 points pour expliquer ce regain d'intérêt pour santé et développement. Le premier, c'est les objectifs du millénaire pour le développement, qui viennent d'une littérature importante en économie de la santé, notamment des aspects théoriques sur le capital humain, l'accumulation de capital humain. Le deuxième point, ce serait le développement en fait, de financement orienté vers la santé au sein de l'aide au développement, et avec des mannes importantes qui sont orientées sur ce sujet-là, la création du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, le paludisme par exemple. Le troisième point serait des aspects plutôt institutionnels, c'est-à-dire essayer de comprendre comment cette manne financière est gérée au niveau local, comment on peut l'évaluer, et quels aspects institutionnels d'organisation des systèmes de soins pourraient expliquer le lien entre santé et pauvreté ou des cercles vicieux. Et le quatrième point, enfin, c'est des aspects purement théoriques et empiriques qui viennent de la théorie économique et qui sont mutuellement influencés par des innovations dans le domaine médical, et réciproquement la théorie économique influence aussi le domaine médical. Alors il y a beaucoup de questions qui interagissent dans le lien santé et développement, notamment des questions démographiques. On sait que la forte fertilité peut être liée à une forte mortalité par exemple. Il peut également y avoir des questions d'arbitrage ou de choix entre des questions de fertilité au sein d'un ménage, d'une famille, et des questions d'éducation. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage qualité-quantité d'éducation. Ces aspects peuvent influencer non seulement la dynamique démographique d'un pays, mais également influencer la structure démographique de ce pays, avec des questions de dividendes démographiques qui peuvent avoir lieu, ou des questions de dépendance démographique à un certain type de population. Supposons par exemple qu'on ait une forte proportion de la population qui est très jeune, et donc une forte proportion d'enfants dans une population. Mécaniquement, cela aura un impact sur le produit intérieur brut du pays, puisque dans le calcul du produit intérieur brut du pays, ne rentre en compte que la productivité, la production également des adultes. Et donc mécaniquement, la population étant plus importante à cause du nombre d'enfants, on aura un abaissement du PIB. Donc ça c'est pour les aspects plutôt, je dirais, démographiques. On peut également avoir des aspects plus qualitatifs. La santé peut affecter la nutrition. La santé peut affecter aussi l'éducation des enfants. Donc c'est le cas par exemple du paludisme. Je mène des travaux sur le paludisme en Afrique et on s'aperçoit que des formes sans symptômes de la maladie peuvent affecter l'éducation des enfants. Leur développement cognitif, leur développement au niveau de l'éducation du primaire ou du secondaire. Donc voilà à peu près pour des aspects, je dirais, capital humain, démographie. Ensuite, il y a l'aspect accumulation de capital physique, c'est-à-dire accumulation d'épargne. D'un côté, on peut penser que plus on a de chocs de santé dans une population, plus on va accumuler d'épargne pour se protéger contre ces chocs de santé. D'un autre côté, on peut aussi penser que plus on a une espérance de vie élevée, plus on va avoir tendance à accumuler pour alimenter ce cycle de la vie et investir dans l'éducation de ses enfants. Donc c'est à peu près les gros maillons du système d'impact santé et développement. La maladie ayant un impact sur la santé et l'éducation, il est nécessaire d'investir pour lutter contre cette maladie. Donc c'est le rôle par exemple du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme et d'autres instituts comme le PEPFAR ou comme la fondation Bill Gates qui finance la recherche contre le paludisme en partie au milieu d'autres institutions. Cet argent est utilisé sur le plan de la recherche et sur le plan concret institutionnel. On sait qu'il y a d'énormes masses financières
qui sont attirés dans les pays en développement, et cela peut potentiellement créer des biais au niveau de la corruption, au niveau de la mise en place même de ces structures. C'est pourquoi il est nécessaire d'évaluer les interventions du Fonds mondial, et c'est une question totalement différente de l'impact de la maladie sur une société. C'est-à-dire ce sera l'impact d'une intervention sur l'élimination de la maladie et donc sur l'amélioration de tout un tas d'autres indicateurs qu'il convient de prouver. Il peut également y avoir des effets non attendus, que l'on appelle en économie des externalités, à savoir par exemple quand on met en place une politique de santé dans un pays en développement, quel va être l'effet sur le secteur privé. Est-ce que le Fonds mondial, en mettant à disposition des populations des médicaments qui vont arriver gratuitement dans le pays, mais qui sont issus d'une industrie pharmaceutique plutôt issue du Nord, va inhiber le secteur privé du Sud. Donc c'est ce genre d'externalité négative que l'on peut soit observer, soit au moins anticiper.